C'est bien parce que je vous remercie de vos propositions. C'est la différence entre vos deux groupes. Le fait que le groupe cité a travaillé, comme à chaque fois, et fait des propositions. On peut ne pas être d'accord avec les propositions. On est d'accord avec un certain nombre d'objectifs, ça c'est clair. Vous êtes en phase avec un certain nombre de nos orientations également. Et VCV, en fait, ne fait pas de propositions, comme toujours. Méconnaît et nous dit qu'on n'anticipe pas, qu'on subit. Et si a fait des propositions, je vais les signaler comme c'était en juin 2022, ce n'était pas si vieux que ça, en disant qu'on avait des excédents de fonctionnement qui étaient trop importants, qu'il fallait en fait les consacrer à d'autres dépenses de fonctionnement. Voilà, donc je vous invite à lire la tribune de VCV de ce magazine-là de juin-septembre 2022, il y a 6 mois de cela. Et en l'occurrence, heureusement que nous avions cet excédent depuis des années qui a permis justement de financer un certain nombre d'investissements, notamment en matière de transition énergétique. Si on a pu avoir quasiment tout notre éclairage public en LED, contrairement à beaucoup d'autres communes, c'est aussi parce que nous avons des excédents qu'on a vu consacrer beaucoup d'argent à cette transformation. Entre autres, si on a lancé des programmes d'investissement, c'est parce qu'on avait aussi cet excédent. Et engageant des dépenses de fonctionnement supplémentaires, c'est clair que l'excédent n'aurait pas été à cette hauteur-là et que nous aurions des perspectives beaucoup plus sombres pour l'année 2023 et les années suivantes. Voilà. Donc, en fait, je reviendrai après sur ce qu'a dit le groupe cité, donc avec un certain nombre de propositions. Vous nous dites des choses qui sont fausses. Sur la question des pistes cyclables, je suis désolé, on a quand même vu un certain nombre de pistes cyclables apparaître, notamment sur l'avenue, avec des bandes cyclables en l'occurrence, qui sont particulièrement larges, bien roulantes. Mais détrompez-vous, les 80% de financement par la région Île-de-France, c'est faux. C'est facial uniquement, puisque comme la plupart du temps, la plupart des pourcentages qui sont annoncés sans parler du plafonnement. Et c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est dans la limite d'un certain plafond de dépenses au mètre, au kilomètre, en fait, peu importe. Et ce qui fait que les subventions sont généralement beaucoup moins importantes que cela. Et en plus, ils ne peuvent pas le faire parce que la loi interdit à une commune d'avoir des financements publics par subvention supérieurs à 70%. Donc, en fait, il est impossible d'avoir des investissements sous maîtrise d'ouvrage communale qui soient financés à plus de 70%. C'est aussi pour ça que Jean-Michel Sekilis proposait dans son exposé de pouvoir éventuellement faire appel à d'autres types de financements qui peuvent être des financements privés, du financement participatif, du financement via des certificats d'économie d'énergie, comme on fait déjà aussi, ce qu'on appelle les green bonds aussi, enfin, tout ce genre de choses, qui sont des financements qui existent et on a décidé de les explorer pour essayer d'améliorer notre capacité à financer nos investissements. Donc, en fait, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas en redire grand-chose, au contraire, puisque, je vous l'ai dit, on essaie de maintenir notre programme d'investissement tel que nous l'avions défini en le réajustant. Là où je suis surpris, c'est que vous ne disiez pas que le gymnase des Pré-aux-Bois, il connaît une augmentation de son coût inconsidérée et qu'on aurait pu anticiper. Là, en l'occurrence, je pense que vous avez lu comme moi qu'il y a eu en 2022 des mouvements sur les matières premières, des mouvements sur les prix des matières premières, et que nous subissons là, comme beaucoup d'autres opérateurs, notamment les logements sociaux qui ont du mal également à équilibrer leur budget sur les projets de développement, ont subi une évolution des prix de ces matériaux de façon considérable. Et la vérité est toujours à l'ouverture des plis d'une commission d'appel d'offres. Et donc, on a des estimations qui sont faites selon un certain paysage, un certain environnement, par des assistants maîtrise d'ouvrage. Et ce sont les entreprises qui, au final, fixent le prix. Donc, nous avons décidé de ne pas se laisser
entraîner là-dedans. On va partir en négocier pour faire en sorte de pouvoir faire baisser. Est-ce qu'on fera baisser sur la qualité de l'équipement, on ne sait pas encore. En tout cas, on verra la façon dont on peut le faire. En tout cas, je pense que la façon dont on réagit pour ce débat, en fait, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous subissons. Je ne pense pas qu'il faille également occulter les contraintes qui pèsent sur nous. Vous, le même cerveau, vous n'étiez pas là les années précédentes, mais je peux vous le dire que le désengagement de l'État est d'une évidence, mais criante depuis des années et encore accentuée depuis 2012, mais absolument criante. Et je vais vous donner aussi un exemple. La suppression de la taxe d'habitation, que je trouve, de mon côté, tout à fait insupportable, et que je trouve d'ailleurs que le Conseil constitutionnel l'a validé, et en fait, il crée deux catégories de Français, c'est-à-dire les propriétaires et les locataires ne payant plus aucune taxe, les reliant à la ville, et les propriétaires payant toutes les taxes. Donc là, c'est vraiment un sujet sur lequel je trouve qu'il y a une vraie inéquité, et donc ce qui fait que lorsqu'on a à toucher en fait à une recette qui est à notre main, c'est-à-dire pratiquement 50% de nos recettes, c'est uniquement la taxe foncière. Est-ce que cela est justifié? Je pense que c'est justifié, en tout cas on verra. Peut-être que d'ici le vote du budget, on aura des bonnes nouvelles et que nous pourrons considérer qu'il ne faut pas faire une hausse aussi importante. On le verra bien. Quant à l'USMV, c'est assez drôle parce que vous êtes rentré directement là-dedans. Alors, si ça ne sent pas le clientélisme, alors là, je ne sais pas comment on peut le dire. Pourquoi ça? L'USMV utilise l'ensemble des équipements sportifs de la ville. L'ensemble. Mis à disposition gratuitement. La ville en paye, a payé les investissements, paye des gros investissements, c'est-à-dire tous les équipements sportifs de la ville ont été ou vont être rénovés totalement au bénéfice des Viroflésiens. Je ne dis pas de l'USMV, au bénéfice des Viroflésiens et de tous ceux qui pratiquent le sport. La ville paye les fluides, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le chauffage. Vous avez peut-être remarqué que l'électricité, le chauffage et le gaz ont quand même augmenté cette année. Et donc, en fait, ça va coûter plus cher à la ville pour financer. Alors, on pourrait dire, on vous maintient la subvention, mais on vous demande de payer les fluides. Dans ce cas-là, l'USCV, je pense qu'il y aurait eu des dépenses beaucoup plus importantes que celles qu'ils ont eues actuellement. Le déficit pour l'USCV, je crois qu'il se monte aux alentours de 375 € pour l'année passée. Donc, pas, ça ne témoigne pas d'une association en grande difficulté. Et je rappelle aussi, et c'est ça que je trouve incroyable, je rappelle aussi qu'on est en train de parler d'équilibrer et de sauver le budget de la ville et les investissements de la ville, dont des investissements sportifs, en envisageant d'augmenter les impôts, quand dans le même temps, en proposant des réductions de dépenses, quand dans le même temps, une association comme le SMV a, l'année dernière, baissé de 10% les cotisations de tous ses adhérents. L'année précédente, c'était de 10% pour ceux qui reprenaient une adhésion. Et là, pour tous les adhérents, les cotisations ont baissé de 10%. Je rappelle que, si vous ne le savez pas, 10% des cotisations du SLV, ça représente 60 000 €. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait les Viroflésiens qui supporteraient l'intégralité de l'effort financier demandé pour équilibrer les budgets de la ville, et ce ne serait pas éventuellement l'USMV qui, c'est vachement facile de reporter sur la ville la responsabilité et de dire on va recevoir supprimer 50 000 € de subventions, ça va nous mettre en difficulté. Ils ont des leviers. Pourquoi ils n'y font pas appel? Donc ça, c'est une vraie question. Donc j'aurai l'occasion d'en discuter prochainement avec le président de l'USMV, mais chacun doit prendre ses responsabilités et ça n'est pas à la ville de prendre ses responsabilités toute seule. Voilà, je le dis de façon extrêmement claire. J'en arrive au groupe cité, Mme Egal et M. Florence. Effectivement, vous avez raison, en fait, Mme Egal, de dire que personne n'a pu anticiper une telle situation. Je lis de ci, de là que
on manque de capacité d'anticipation sur viroflay. Quand on c'est l'équipe municipale. En l'occurrence, là, cette situation-là, personne, mais vraiment personne n'aurait pu l'anticiper, de la même façon que ce qui nous arrive depuis 3 ans, personne n'aurait pu l'anticiper non plus. Vous dites, je regrette qu'on ne dispose pas d'une prospective d'évolution de la population de ses besoins. Là, en l'occurrence, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire que l'évolution de la population, qui est plutôt en augmentation à l'heure actuelle, peut être absorbée sans trop de difficultés, notamment dans la question des écoles, puisque nous avons un certain nombre de bâtiments, de classes qui sont disponibles dans les écoles et que pour le moment et pour les années à venir, ça ne me pose aucun problème d'accueillir de nouveaux enfants dans nos écoles. Ça, de ce côté-là, on n'a aucun problème. Les centres de loisirs, pareil. Vous avez pu remarquer qu'on envisage de travailler sur le centre Philippe de Dieu le veut pour pouvoir accueillir davantage d'adolescents que ne le fait actuellement Arcado pour des raisons purement techniques. Donc là, on essaye de travailler sur les besoins de la population. Les besoins, on en a parlé sur la question des besoins financiers de la population. On a dit qu'on souhaitait maintenir notre aide et éventuellement l'accentuer auprès des plus démunis. Et puis, si le PPI qu'on a vu ici, ce n'est pas non plus un travail sur l'avenir et les besoins de la population à venir, je ne sais pas ce que c'est. Lorsque dans le PPI, on envisage de travailler sur du noyer, on a une crèche, je vous rappelle qu'il n'y a pas dans le PPI parce qu'elle est déjà financée. Le gymnase des Prés-aux-Bois, on a fait une piscine, si ce n'est pas non plus pour travailler sur la proposition de services et de répondre aux besoins de la population, je ne sais pas ce que c'est. La forge, c'est quand même on parle beaucoup des retraités actuellement, et c'est aussi pour faire en sorte de pouvoir les accueillir dans un lieu agréable, de pouvoir y accueillir notre service de soins infirmiers à domicile, là aussi au service des viroflésiens, et qui vont être plus nombreux encore dans les années à venir à être seniors et à avoir des besoins dans ce domaine-là. Donc, je pense que notre PPI traduit parfaitement le fait qu'on travaille sur l'avenir des viroflésiens, l'avenir de viroflay, et en anticipation de ce qui peut se produire. Donc vous avez parlé aussi de l'USMV, mais sans le mettre en premier point de votre intervention, et je vous en remercie. Et donc, j'ai fait une réponse au groupe VCV. Voilà, je vous propose, si vous avez des entrées à l'USMV, de leur retransmettre. En tout cas, j'aurai l'occasion de leur redire de vive voix. Vous avez fait un certain nombre de propositions sur les dépenses. Voilà, après, nous, on en propose d'autres, hein, notamment sur la question du ménage. Vous savez, on a 2 énormes contrats avec des prestataires, le balayage des rues, le nettoyage des rues, grosso modo, et puis l'entretien et le ménage dans les bâtiments. On a décidé, dans nos bâtiments administratifs, de réduire la quantité de ménage, de passer 1 fois sur 3, 2 fois sur 3, enfin, peu importe, de le réduire en attendant de voir si les choses allaient évoluer de façon positive et éventuellement revenir. Et puis, éventuellement, si cette baisse pourrait être durable, parce que pourquoi pas avoir une baisse durable. Moi, le ménage se fait tous les jours à la mairie. Mon bureau, il n'est pas sale en permanence. Il n'y a pas des poubelles à vider en permanence. Donc, on peut très bien éviter de passer dans certains bureaux. Donc, ça, c'est peut-être envisageable de faire ce genre de choses. Et la réduction du balayage dans les rues, on peut aussi espérer compter sur les viroflésiens et par des actions de communication pour essayer de les sensibiliser, les inciter à ne pas trop venir salir nos rues, à ramasser leurs déjections canines. Si on ne salit pas les rues, on n'a pas besoin de les nettoyer, hormis j'allais dire les salissures naturelles qui peuvent arriver, les feuilles qui viennent encombrer. Ça, on a bien besoin d'enlever les feuilles. Donc, on essaye. Et la communication, c'est toujours le sujet majeur, en fait, sur la question de la communication. Mais la communication, je vous le rappelle, ou l'événementiel, ou ce genre de choses, on a pendant 2 années et demie subi une crise sans précédent qui nous a fait supprimer un certain nombre d'événements et qui étaient des événements conviviaux, qui rassemblaient les gens, qui faisaient le lien entre les uns et les autres, entre les quartiers. Je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faille continuer à travailler, parce que je pense que les gens ont besoin de liens entre eux. Et la communication permet de faire passer des messages et permet de non seulement faire passer le message, mais permet d'expliquer
plus que jamais, on a besoin d'expliquer, de faire preuve de pédagogie dans la situation dans laquelle on est. Sinon, la population va se dire, mais ça sert à quoi d'augmenter les impôts, de diminuer les trucs ou de décaler les investissements s'ils ne connaissent pas la réalité. Donc, la communication est plus que jamais nécessaire. On n'en fait pas beaucoup plus. Je peux vous dire, par rapport à d'autres communes, notre service communication est plutôt un des services communication les plus légers de la plupart des communes aux alentours. Je vous remercie parce que je vous le disais tout à l'heure, on a un certain nombre d'éléments qui sont communs, en tout cas en termes d'objectifs. Je vous remercie pour votre remarque sur les tarifs planchers. C'est une nécessité de dire qu'effectivement, on va augmenter le tarif plafond de nos activités périscolaires, mais qu'on maintient le tarif plancher sans l'augmenter pour faire en sorte de ne pas pénaliser davantage les personnes à faible revenu. Donc ça, c'est une vraie orientation budgétaire et sociale, en tout cas, que nous revendiquons. Vous dites, est-ce qu'on pourrait étaler la proposition d'augmentation des impôts de 10% sur 2 années? On peut toujours tout faire. Hein. On peut très bien se dire, on ne fait rien. Pour l'instant, on n'augmentera que 10% l'année prochaine. Moi, je suis d'avis, on a fixé un niveau d'épargne nette minimum de 2,5 millions. Je pense soit dit en passant, ce niveau-là n'est pas suffisant. Si on le fait en réel, il n'est pas suffisant pour financer l'intégralité des investissements en intégrant les emprunts, le fonds de roulement et ainsi de suite. Donc, j'espère que ça fera plus que les 2,5 millions. Mais il faut se fixer un objectif. Les 2,5 millions, si on les atteint en 2023 et qu'on a des perspectives meilleures, rien n'empêche de faire ce qu'on a fait au niveau du conseil départemental, que vous n'avez pas rappelé d'ailleurs. On avait augmenté de 5 points le taux de la taxe foncière en 2015, mais 3 ans plus tard, on l'a réduit d'1 point. Donc, rien ne nous empêche de dire l'augmentation qu'on a pu faire à un moment donné, on revient dessus pour revenir à des excédents, une épargne nette qui soit suffisante. Mais je rappelle aussi que l'épargne nette, c'est la conjugaison de l'épargne brute, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses, en gros, hein, moins les annuités d'emprunt. Évidemment, lorsqu'on est peu endetté, les annuités d'emprunt représentent relativement peu, mais à partir du moment où on commence à emprunter, on a des annuités d'emprunt, donc remboursement plus intérêt, qui viennent peser sur cette épargne brute et pour constituer une épargne nette qui, elle, diminue plus que simplement l'excédent recettes-dépenses. Donc là aussi, il faut tenir compte du fait que des emprunts, et je pense que l'État, depuis 1977 ou 14, l'État n'a pas compris que les emprunts, il fallait les rembourser un jour. Nous, on sait qu'il faut les rembourser un jour. Donc, en fait, et on les rembourse de façon régulière. Donc, en fait, il faut qu'on intègre de quoi financer nos investissements, de quoi rembourser nos emprunts et les intérêts d'emprunt, et tout en garantissant aux bureau-flésiens un service qui soit un service de qualité tel que nous avons l'habitude de le faire. Quant à, vous avez une proposition qui est de penser les investissements au niveau de VGP. J'ai essayé en 2010 de demander à VGP de prendre la compétence piscine, par exemple. Écoutez, on était à l'époque 19 communes dans VGP. Non, il n'y avait pas Vélizy encore. C'est une proposition qui n'a pas été retenue. Je reviendrai à la charge sur d'autres équipements éventuellement, mais pour l'instant, ce n'est pas en tout cas dans l'air du temps. Donc, ce n'est pas ça qui, à court ou moyen terme, va sauver notre budget. Et VGP se retrouvera dans la même situation à devoir financer des investissements dans toutes les communes et donc se retrouvera avec la même situation de pouvoir les financer en tout cas. Sur les détails des autres modes de financement, on en a parlé un petit peu, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, on est à la recherche. Il y a juste un point que je voulais rappeler, c'est le fait qu'il y a eu à un moment donné, dans certains groupes de ce conseil municipal, une sorte de flash en disant « mais les financements européens ». Les financements européens, l'Europe est là pour nous aider, pour nous sortir du marasme. L'Europe est dans le marasme, et les subventions européennes, je peux vous le dire, certaines communes avaient mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'espoir dans les financements européens des investissements. Alors là, niet, que dalle. Je peux vous dire qu'elles en sont largement revenues
Il faut faire des dossiers gros comme ça pour au final avoir des peanuts. C'est la même chose que pour les financements de l'État. On fait des dossiers gros comme ça pour nous faire dire, nous entendre dire « Ah ben désolé, mais l'enveloppe nationale n'était pas suffisante pour financer tous les projets. » C'était le cas pour les prêts au bois d'ailleurs. On va revenir à la charge. C'était le cas pour la piscine, pareil. Donc on va revenir à la charge en espérant que, j'en ai parlé pendant les vœux, que le fonds vert qui a été lancé par le gouvernement, d'abord par Elisabeth Borne en juin, puis après au mois de septembre, il me semble, que ce fonds vert permettra. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Le fonds vert, c'est 2 milliards d'euros sur l'ensemble de la France. Ce fonds vert va être départementalisé. Vous voyez, il y a une centaine de départements en France, dont 2 milliards, si on répartit comme ça à la grosse, ça fait 200 millions d'euros par département. Sur ces 200 millions, ah pardon, oui, ça fait 20 millions d'euros par département. 20 millions d'euros. Donc, ça veut dire que c'est rien du tout. Et ce n'est pas ça qui va nous aider à la transition énergétique, à désartificialiser les sols, à financer l'ensemble de nos équipements et à nous aider éventuellement à aider les copropriétaires à isoler leurs bâtiments. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ça contient plein de volets différents, c'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément éligible à tous les volets. Donc, je suis prudent. Je ne compte pas inscrire le moindre euro de recettes pour l'instant sur ce fonds-là, qui est annoncé, comme je vous le rappelle, depuis 6 mois. On n'a encore pas du tout les éléments pour ça, comment on peut y postuler, et ce sera aux mains des préfets. Alors là, le Sénat, je peux vous dire, j'ai vu les sénateurs il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit, c'est aux mains des préfets, on n'aura aucun contrôle sur la façon dont ça se fait. Alors, je continue à maintenir les meilleures relations possibles avec le préfet en espérant que, il va dire, Lebrun, il est super sympa, je vais lui donner un peu plus d'argent qu'à ceux qui ne sont pas sympas. Bon, et parfois, ça se passe aussi un peu comme ça. Bon, on verra. Sur la question des moyens humains, c'est un sujet qui revient de temps en temps, les moyens humains pour mener nos projets à bien. On a évidemment, je vais donner un exemple, enfin, pour certains projets, on a pris une personne de plus pour suivre ces projets-là au sein des services techniques. Sur un contrat de projet, enfin des choses un contrat qui peut s'arrêter à un moment donné. Et nous avons aussi des assistants maîtres d'ouvrage en fait qui nous aident à faire ces projets-là. Donc on n'est pas tout seul pour réaliser les projets. Donc ces AMO sont là pour nous aider et eux ils ont une connaissance beaucoup plus large des sujets. Ils peuvent largement nous y aider. Et puis dernier point sur la question de la maison forestière, elle n'est pas dans le PPI parce que son acquisition a été financée sur le budget 2022. Et les travaux étaient déjà budgétés dans le budget 2022. Ils vont être engagés payés en 2023, mais ils étaient déjà dans le budget 2022. Donc, en fait, ils ne font pas partie du budget 2023 ni des années suivantes. C'est pour ça que ça n'y paraît pas du tout. Voilà, Jean-Michel Séguin, avec quelques précisions. Oui, merci. Monsieur le maire, je voulais dire un mot en réponse à l'idée qui voudrait qu'on n'anticipe pas, qu'on subit le désengagement de l'État. Je vous invite à vous plonger rapidement dans les chiffres pour constater que les surcoûts énergétiques auxquels on va devoir faire face en 2023, vous savez, les plus 248%, représentent plus 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros de surcoût énergétique, c'est à peu près 13% d'impôts. Regardez dans les chiffres, vous trouverez les proportions que je vous donne. Pourquoi? D'abord, on ne pouvait pas l'anticiper au niveau de la ville, mais pourquoi on en est là? Parce que, en l'espace de 12 mois, ces derniers temps, pas 12 mois à partir de maintenant, mais l'année dernière, parlant de l'énergie électrique produite par le nucléaire, on est passé à démanteler à non, il faut des petits réacteurs individuels, puis non, le programme phare, c'est les EPR, pour finalement se dire, il faut faire de la maintenance du parc nucléaire, dont la moitié, à une certaine époque, la moitié des tranches étaient en mauvais état, pour les remettre en service. Pourquoi tout ça nous impacte finalement directement? Et donc, on ne subit pas en fait le désengagement de l'État.
on subit le coût des mauvaises décisions prises par l'État ou du gribouillage, si vous voulez, qui fait suite à un autre gribouillage. Pourquoi tout ça, cela se passe? Parce que la France, qui était le premier pays nucléaire civil au monde, qui était exportateur d'électricité, eh bien, avec tout ce brouillonnage là, en l'espace d'une période de temps courte, alors qu'on parle de technologies qui demandent beaucoup de temps à être mises en œuvre, etc., nous a amené aujourd'hui à acheter de l'électricité, notamment à l'Allemagne, qui produit ça essentiellement avec du charbon. Donc, super, hein, on nous déroule des discours soyez verts, soyez verts, soyez verts, mais aujourd'hui, on n'est pas vert du tout. Hein. Le déficit commercial de la France, c'est de 100 milliards d'euros en 2022, hein, et 80%, voire 85% de ce déficit, c'est des achats soit d'électricité carbonée, soit d'hydrocarbures. On a retrouvé dans les chèques énergie, les chèques essence et tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi tout ça nous impacte? Parce que on ne peut pas sortir du tarif régulé européen qui nous oblige à acheter de l'électricité au prix fort, alors que nous pourrions produire de l'électricité pas chère du tout, ce qui a fait le succès de ce pays pendant des années, puisque l'industrie française pouvait avoir une énergie à pas chère du tout, et donc créer de la productivité, ainsi vendre et créer des emplois, de la richesse, etc. Vous voyez le cercle vertueux. Mais on est piégé, en fait, dans cette erreur monumentale, si vous voulez, cette approximation, cet amateurisme, parce que ça nous oblige aujourd'hui, à ne pas sortir de ces tarifs régulés, donc on achète au prix fort, là où l'Espagne et le Portugal, qui ont des productions d'ENR considérables, ont obtenu une dérogation de l'Union européenne pour dire non, non, nous on fait de l'énergie verte, on a de l'éolien, on a du solaire, etc. Donc on ne va pas payer au prix fort le mégawattheure, puisqu'on a notre production clean. Ben, nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, comme on est dépendant de l'achat d'énergie aux Allemands, aujourd'hui, on ne peut pas dire aux Allemands, écoutez, nous, on va sortir et puis on va vous acheter à pas cher. Parce que cette énergie-là, elle est produite par du charbon. Alors, pourquoi tout ça a été fait? C'est vertueux au départ. C'est pour que de l'électricité produite avec une énergie fossile soit pénalisée par rapport à une énergie propre. Mais, pardon. Et dans la taxonomie européenne, il y a quelques années, eh bien, au bilan d'une grande lutte, le nucléaire a été rangé dans la taxonomie européenne comme une énergie non carbonée. Donc, s'il n'y avait pas eu toutes ces approximations à démanteler, petits réacteurs, gros réacteurs, puis non, finalement, on va les garder, eh bien, on aurait aujourd'hui un parc nucléaire en bon état, autonome, qui nous permettrait d'acheter l'électricité à pas cher, comme ça a été produit pendant des décennies depuis les années 50, et ne pas se retrouver aujourd'hui dos au mur piégé. Et je répète pour conclure, l'impact sur nous, l'impact collatéral, c'est 1,5 million d'euros de plus à dépenser comme le prix à payer de ces bricolages. Et 1,5 million d'euros, c'est 13% d'impôts. Donc nous dire que nous subissons le désengagement de l'État, c'est partiellement vrai, mais pas seulement. On subit aussi les conséquences de décisions qui n'ont pas été prises, ou de mauvaises décisions, ou de bricolage de l'État, puisqu'évidemment, tout ce qui touche au nucléaire, tout le monde le sait bien, ça n'est pas de notre fait. Nous dire qu'on n'anticipe pas, ça ne correspond pas à une réalité. Nous subissons, vraiment, nous subissons. Et deuxième point rapide, moi je voudrais distinguer, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, mais sans que véritablement tout le monde voit bien de quoi on parle, je pense, je voudrais distinguer la sobriété énergétique de l'efficacité énergétique. C'est deux choses différentes. La sobriété énergétique, ce sont des choix collectifs que l'on veut imposer. Là où l'efficacité énergétique, c'est un enjeu technique et matériel. Je prends un exemple. Dire par exemple qu'il faut des ZFE, vous savez, les zones à faible émission, c'est interdire à des voitures de rentrer dans une certaine zone géographique. Ça, c'est un choix collectif qui est de l'ordre de la recherche d'une sobriété énergétique. Mais ce n'est pas pour autant que ces voitures, en leur interdisant de rentrer quelque part, ce n'est pas pour autant qu'elles vont consommer moins. Elles vont continuer de consommer ce qu'elles consomment, elles vont continuer d'être anciennes, etc. Donc, vous voyez, on ne résout pas un problème avec la sobriété énergétique, on résout un problème avec l'efficacité énergétique. Un autre exemple qui concerne la ville, cette assemblée a décidé d'éteindre la lumière la nuit, alors qu'on est… Oui, je mets tout le monde dans le lot. Alors qu'on a plus de 95% de nos lampadaires qui sont à LED. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps, c'est un programme qui a été commencé il y a plus de 10 ans, ça fait bien longtemps qu'elles consomment beaucoup moins ces lampadaires. Ça, c'est de l'efficacité énergétique. Dire on va éteindre la nuit,
Ça, c'est de la sobriété énergétique, c'est-à-dire c'est tenter d'imposer à tout le monde une chemise Colmao à taille unique. C'est pas pour autant que les villes qui sont encore avec des lampes qui consomment beaucoup vont consommer leurs lampadaires, vont pas consommer moins, vont consommer autant mais moins longtemps. Vous voyez, il y a une grosse différence entre sobriété et efficacité. Et d'ailleurs, pour finir, on parlait des copropriétés. Les copropriétés qu'il faut aider à l'isolation thermique, c'est de l'efficacité énergétique. On ne dit pas aux gens, chauffez-vous un jour sur deux. Ça serait une recherche de sobriété énergétique. Alors que isoler les logements, c'est de l'efficacité énergétique. Et donc, tout ce PPI, quand vous voyez les petits logos de l'échelle consommation ABCDEF, là, c'est une recherche d'efficacité énergétique qu'il faut privilégier, à mon sens, et non pas de la sobriété énergétique qui a souvent un côté idéologique qui n'est pas toujours connecté à l'efficacité. Et donc, ce PPI et ce plan qui est proposé, ce débat, on l'espère en tous les cas, trouvera votre assentiment autour de l'efficacité énergétique, moins que la sobriété. J'ajouterai sur la question des sources d'énergie. Le gymnase est prêt au bois. On s'était dit, tiens, on va avoir une chaudière, on va mettre une chaudière au bois. Le bois, pour ceux qui chauffent au bois, je ne sais pas s'il y en a par ici, vous avez vu que le bois a augmenté en tarif, après qu'ils ont doublé sur l'année 2022. Donc, en fait, et ce n'est pas forcément c'est une énergie renouvelable, mais pas forcément très décarbonée, puisqu'on brûle du carbone, on remet du carbone dans l'atmosphère. Mais en fait, là aussi, une énergie vers laquelle on nous dirige, l'électricité, c'est pareil, on dirige vers, il faut qu'il y ait des voitures électriques, en même temps, l'électricité augmente de façon considérable. Donc, tout ça est un peu compliqué de s'y retrouver. Je reviens un peu sur la question d'Hiroflé et le débat d'orientation budgétaire. Je voulais, si certains en doutaient, encore en fait de la situation extrêmement délicate dans laquelle nous trouvons, j'ai pris quelques exemples d'articles en fait qui étaient parus dans la presse spécialisée des maires, donc là de la revue de l'Association des maires de France, qui indiquait que du côté des collectivités, il n'y a pas un secteur qui échappe à l'inflation. L'explosion des prix de l'énergie, qui ont conduit certaines communes à réduire ou fermer certains services. Les prix s'envolent sur les denrées alimentaires, autant que pour les matériaux nécessaires aux travaux publics et sur le poids, le papier et les fournitures de bureaux. Cette hausse de prix ne pourra avoir que de lourdes répercussions, tant sur les budgets de fonctionnement que sur les investissements. Ça, c'est septembre 2022. Un autre qui est ici, qui nous dit, sur la lettre des finances locales, tel un orage de fin d'été puissant dévastateur, la fermeture d'une trentaine de piscines a sauvé un moment de panique, concrétisant des annonces pessimistes de ces derniers mois relatives à la facture énergétique. Et si demain, l'augmentation des denrées alimentaires et l'insolvabilité des délégataires de la restauration scolaire obligeait les cantines à fermer leurs portes, je peux vous dire aussi, les prestataires au niveau des cantines scolaires proposent des augmentations de la prestation de plus de 15%. Et puis un article dans le Figaro qui nous dit, face à la crise, ces investissements que les maires vont devoir rogner. Et donc là j'en ai des dizaines et des dizaines, donc qui montrent bien qu'on se retrouve dans une situation inédite. On doit pouvoir réagir et notre réaction à nous, c'est de faire des propositions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Là, clairement, lorsqu'on dit on va augmenter les impôts, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ce n'était pas notre façon de faire jusqu'à présent. On espère ne pas pouvoir les augmenter autant qu'on ne voudrait. Mais je reviens là-dessus quand même, sur ce fameux camembert. Je dois le dire parce que quand on dit effectivement la base de la taxe foncière, la base locative va augmenter de 7%, 7,1%, du fait du Parlement, pour tenir compte de l'inflation. Tous nos postes subissent une inflation de dépenses, mais en fait, l'augmentation de 7,1% de la base locative ne se répercute que sur la taxe foncière. La taxe foncière qui ne représente que la moitié de nos recettes. Vous voyez, en fait, là-dessus, les 7,1% d'augmentation de la base locative, on peut dire que ça ne ramène que 3,5% des recettes nécessaires pour amortir les dépenses. Et puis tout le reste, là, les 32%, là, un tiers,
c'est des dépenses, des recettes qui sont intangibles. Je le redis, hein, ça ne bougera jamais, ça. C'est ce qu'on reçoit pour les crèches, ça ne bougera pas parce qu'il y a un mécanisme de la CAF qui fait que si les familles paient plus, la CAF paye moins ou réciproquement. Ça ne bougera pas. La DGF, ça ne bougera pas, contrairement à ce que dit le gouvernement qui nous dit la DGF a augmenté de 350 millions cette année. Or, en l'occurrence, si elle augmente de 10 000 euros cette année à Viroflay, c'est parce que c'est uniquement du fait de l'évolution de la population. Ce n'est pas parce que l'État nous donne plus, mais il donne plus à d'autres communes. Et droit de mutation, je vous appelle à être extrêmement prudent sur la question des droits de mutation. Je vous appelle, en fait, je vous le dis, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Les droits de mutation, c'est sur les transactions immobilières. Et vous savez tous que les transactions immobilières, en tout cas les prix, sont en train d'arrêter de flamber, ce qui peut être une bonne chose, mais il y a de fortes chances que les transactions immobilières diminuent en nombre dans l'année 2022 du fait d'un certain nombre de contextes, notamment 23, du fait du contexte d'augmentation des taux d'intérêt des emprunts et la question de taux d'usure, je ne vais pas en revenir là-dessus, mais donc ce qui fait qu'on a pratiquement 37% de nos recettes sur lesquelles on ne peut compter sur aucune réelle augmentation de ces recettes-là. Donc, on ne peut jouer que sur les 2 tiers restants. Et donc, forcément, l'équilibrage se fait par le taux d'impôt, les diminutions de dépenses et puis un travail sur les investissements. Ce sont les 3 éléments sur lesquels nous devons intervenir pour pouvoir sauver, je veux dire comme ça, hein, sauver le budget 2023, mais également des années suivantes. On a peut-être été un peu long dans nos réponses. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Est-ce que vous souhaitez réintervenir, Mme Egal ou Mme Cerveau? Mme Egal. Juste, je vais peut-être revenir sur des points de détail, mais quand même quelques précisions. Vous venez de rappeler que l'alimentation avait particulièrement augmenté. Donc, on a posé une question sur ce sujet parce que l'aide alimentaire a été augmentée de 8%. Or, cette aide alimentaire, cette augmentation est inférieure en fait au constat qui a été fait de l'inflation. Donc, est-ce que vous comptez revoir en fait cette limite qui a été fixée, cette augmentation qui a été fixée au niveau du CCAS? Donc, ça, c'est une première question. Vous n'avez pas répondu non plus sur la question des logements sociaux. Pour l'instant, on voit apparaître une surcharge foncière qui n'est pas très importante et seulement sur les 2 exercices qui viennent, mais il n'y a rien sur les années suivantes. Donc là, on n'a pas de prévisionnel. Troisièmement, sur la question de la démographie, j'y ai bien compris, vous nous dites je tiens compte de la démographie, moi je sais, et donc en gros, c'est votre réponse. Je sais comment évolue la population, donc je fais ce qu'il faut au niveau des équipements. D'ailleurs, je monte à Arcado, je fais la forge, etc. Dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire, ça supposerait qu'on ait effectivement entre les mains les données qui nous permettent d'alimenter ce débat et de pouvoir raisonner avec vous en fait sur cette évolution de la population et se dire oui, c'est bien qu'on ait mis nos efforts là-dessus, ou ça aurait été mieux qu'on en mette un petit peu plus sur tel autre point. Donc ces éléments nous manquent drastiquement depuis des années pour que le débat d'orientation budgétaire puisse vraiment se tenir. Et enfin, je ne pense pas avoir à reprendre la parole ensuite, on verra, mais on espère qu'on avait fait un certain nombre de propositions pour réduire nos dépenses ou rechercher des investissements. Donc, bon, vous n'avez pas fait d'écho positif à ces propositions. On espère qu'en dehors de cette enceinte, vous pourrez vous en inspirer. Voilà, merci. Sur la question des logements sociaux et de la surcharge foncière, on a déjà en fait des excédents sur ce qu'on a pu verser en surcharge foncière sur les années précédentes, en fait, qu'on va aussi pouvoir reporter sur les années suivantes. Donc là-dessus, on n'a pas trop de difficultés. Et après, peut-être qu'on ne pourra plus financer de surcharge foncière, étant donné aussi le montant prohibitif en fait de vente des fonciers. Et je le redis, la production de logements sociaux est du ressort de l'État. Et le financement se fait par le livret A. J'ai vu ce matin un bailleur social qui me dit, vous ne pouvez pas savoir combien la hausse du taux du livret A, qui est très bien pour les épargnants, mais pour les bailleurs sociaux, ils ont vu en l'espace de 1 an et demi, le taux multiplié par 3, le taux d'intérêt.
et donc avec un impact immédiat sur leur équilibre financier, alors qu'on avait déjà, en fait, on les avait sucrés déjà de 5 € par mois et par logement il y a quelques années. Donc, il se pose des vraies questions. La question du financement du logement social, c'est une question qui est posée au niveau national et à laquelle les communes ne vont pas pouvoir répondre. On y répond sur la production, sur la mise à disposition de terrain via le PLU et ce genre de choses. Ça, on y répond dans la politique d'urbanisme et on ne va pas pouvoir y répondre de façon durable sur un plan financier. Sauf si on travaille sur du BRS ou ce genre de choses. Ce BRS permettra justement de sortir la question du foncier. Le BRS étant financé par ailleurs et porté par un office foncier solidaire. Donc là-dessus, je ne suis pas certain qu'on puisse continuer à verser des subventions pour surcharge foncière aux bailleurs sociaux. Ça, je dis tel que je pense. Donc en fait, le fait de ne pas en inscrire dans le PPU, c'est certainement aussi une démonstration, ou en tout cas la volonté de dire c'est peut-être un sujet sur lequel on ne pourra pas le faire. Ça n'empêchera pas qu'on continuera à en faire sur Buroflay. Mais il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités. J'ai vu des maires aussi, tous les maires de Versailles-Grand-Parc ce matin, il y en a qui me disaient, sur ma commune, l'État veut vendre des terrains et il veut les vendre au maximum au prix le plus cher. Et donc, il y a un maire qui disait, moi, je veux avoir du logement social sur ce terrain-là. Et l'État, en l'occurrence la DGFiP, lui a dit, pas question, on va le vendre à un prix qui ne permettra pas de faire du logement social. On est tombé sur la tête en France, hein, je peux vous le dire. Mais c'est la réalité du terrain. Je vois les maires tous les jours. C'est la réalité du terrain. Hein. Et sur la question du CCS et de l'aide alimentaire, donc on a rehaussé effectivement nos barèmes. On va observer, en fait, en l'occurrence, la rehausse de nos barèmes en fait, peut se faire au niveau du CCS. On peut très bien le décider éventuellement en cours de route si on se rend compte qu'on a des personnes qui sont de plus en plus en difficulté. Les aides principales qu'on a pu verser l'année dernière, c'était entre autres en fait, avec les Ukrainiens. Voilà. Et donc, on a dans le prochain magazine qui sort là, on a un article sur si vous êtes en difficulté, vous connaissez des personnes en difficulté, venez au CCAS pour qu'on étudie votre situation et pour vous aider, soit sur le plan alimentaire, soit sur un autre plan. Il y a des concessionnaires comme le CEDIF, comme je ne sais plus quel autre, qui ont des financements et des budgets aussi pour aider à absorber une partie des coûts des fluides supportés par les particuliers, donc qui sont en difficulté. Donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on peut travailler davantage, voilà, parce que ce n'est pas que la question alimentaire, c'est aussi sur ces autres aspects. Lionel. Sur l'alimentaire, rien n'empêche la commission mensuelle qui attribue ces aides d'aller au-delà. Hein. On est tout à fait, c'est un barème, c'est un indicateur, mais on pourrait très bien, en attendant une révision par le CA du CCAS, décider de donner plus, tout à fait libre. Hein. Voilà, en tout cas, sur la question du débat, je pense que c'est un débat, je l'ai rappelé au tout début, un débat n'est pas un budget, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intégralité des dépenses, des recettes de la ville que l'on envisage pour 2023, et encore, un budget n'est qu'une prévision, est une enveloppe dans laquelle nous évoluons, donc là je le redis aussi, et qui peut subir les évolutions, on l'a connu en 2022, simplement c'est un affichage de nos orientations, que ce soit en matière de recettes, de dépenses et d'investissements. Et je pense qu'on a suffisamment affiché en fait, nos orientations qui sont, je pense, suffisamment claires. Et vous nous avez remercié pour des présentations qui avaient évolué par rapport aux années précédentes. Je vous en remercie. En tout cas, je réfute totalement le fait de dire qu'on ne fait que subir. Oui, on subit. Et je continuerai à le dire. On subit des décisions qui remontent à une dizaine d'années et qui se sont encore accentuées ces années passées. On les subit, mais on a toujours réussi à faire face. Et je suis conscient, je suis certain qu'on arrivera à y faire face avec des efforts des uns et des autres. Voilà sur ce débat d'orientation budgétaire où chacun a pu s'exprimer. Donc, normalement, ce débat s'achève par un vote sur les orientations budgétaires. Et donc, en fait, j'ai entendu des expressions de vote du côté du groupe BCV, je crois.
Voilà. Est-ce que, donc, qui émet une abstention sur ce débat d'orientation budgétaire? Donc, 4 abstentions. Et y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre. Donc, je vous remercie les uns et les autres. Merci.